Alors dans ce nouveau chapitre, je vous propose de finaliser ensemble le blog, histoire de pouvoir passer à autre chose et de mettre en place l'authentification. Donc depuis un petit moment, si vous avez essayé de vous rendre sur le front, vous devez tomber sur cette erreur où on vous dit qu'il y a un problème avec Ego. Alors pour comprendre l'origine de ce problème, c'est relativement simple. Vous avez en fait au niveau de votre système le nouveau système d'hydratation et le problème c'est qu'on se retrouve avec un champ qui s'appelle created@, avec un A majuscule au lieu d'avoir le created_@. Donc à cet endroit-là, il se retrouve à obtenir nul au lieu d'avoir une chaîne de caractères. Alors on ne va pas tout de suite corriger les choses et ce que l'on va commencer par faire, c'est finaliser un petit peu notre query builder. Donc au niveau de notre query builder, on avait créé le système de where, le système de select, le système de paramètres. D'ailleurs, en y réfléchissant, je me dis que le système de paramètres, on pourrait bénéficier de le créer un peu comme le système de where. Donc si on veut passer plusieurs paramètres plusieurs fois, ça peut être intéressant. Voilà, c'est pas un gros changement, si ce n'est que il faut préciser que param, c'est un tableau par défaut. Et tout en bas, hop, on va changer la condition et on va lui dire que lorsque tu exécutes la requête, si jamais params n'est pas vide, dans ce cas-là, tu utiliseras une requête préparée. Sinon, tu fais un query direct. Donc, différent de empty, params. This params. Et on va en profiter pour changer d'autres petites choses. On va notamment créer le limit que l'on n'a pas fait, le order et le group by, on va pas trop s'en occuper pour l'instant. Alors, on est parti, on va se mettre juste après le select et on va mettre notre limit. Donc, public function limit. Alors, le limit fonctionnera toujours de la même manière. Il prendra un entier qui sera la taille, donc on va mettre length, et il prendra un second entier qui sera l'offset. Et par défaut, on dira qu'on aura un offset à 0. Et ça retournera une instance de self. Ensuite, on fait un this limit, et on s'imagine mettre une simple chaîne de caractères où on met d'abord l'offset et ensuite la limite. Enfin, la taille, length. Et ça, on retourne this à la fin. Bon, plutôt simple pour le coup. Donc on documente cette méthode-là et on va mettre permet ou spécifie la limite. Ensuite, on va créer le order by. Donc on crée une fonction, public function order. Alors cette fonction, elle va prendre en paramètre un tableau qui contiendrait les différents orders. Alors je m'explique, ensuite, ça retournera self. L'idée, ça serait de faire quelque chose qui ressemble à ça. On ferait un this order et on dirait created_at décroissant. Ça me semble plutôt pas mal et on pourrait comme ça préciser d'autres tableaux. Donc là, je me contente de faire un peu la même chose que ce que j'avais pour le where, un système de emerge. Je prends la même idée et on est parti. Donc emerge de this order, orders et ensuite order. Ou une autre idée, là c'est vraiment à vous de voir. Là on va mettre spécifie l'ordre de récupération. Mais l'autre idée, ça serait simplement d'avoir une chaîne de caractères qui serait le champ et une chaîne de caractères qui serait l'ordre. On va l'appeler direction et qui par défaut serait sur ask pour croissant. Là, ce que l'on ferait, c'est que dans le this order, on lui dirait pour le champ en question, il faut que tu utilises la direction. Et on aurait comme ça plusieurs champs. Ou carrément, encore plus simple, vous vous dites, bof, on s'en fiche, on met juste l'ordre et ça rajoute dans la liste des orders l'ordre. Encore une fois, c'est votre query builder, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Donc là, on va garder cette signature-là, c'est ce qui me semble le plus simple, et on va mettre à jour la PHP doc. On va pour l'instant skipper entre guillemets le groupe, on s'en fiche, et on va s'imaginer aussi gérer les joins. Donc on va faire un private joins. Donc au niveau des joins, on va peut-être créer les tests unitaires pour ce coup-ci, parce que c'est un petit peu plus compliqué. Donc je vais ouvrir querytest.php, on va séparer. On va descendre tout en bas. Donc c'était dans la partie où on générait une requête. On va prendre celle-ci, peu importe. Poum, poum, poum. Je fais un test join query. Je crée une nouvelle requête. Je lui dis c'est depuis la table post. Je veux que tu sélectionnes le champ name. Et après, je vais faire un left join. Donc je ferai un join. Et on s'imagine faire un join sur des catégories qu'on appellerait C. Et on va lui dire on c.id égale post.category.id. Ou même on renomme post en p. .category_id. Et donc là, du coup ici, on mettra que ça, on le renomme p. Ou je crois qu'on avait la possibilité de mettre l'alias comme ceci. Au niveau de la requête que l'on cherche à obtenir, on s'attend à avoir un select name from post as p, left join,
Et pour le left join, on mettra exactement ce que l'on a ici. Et même, on s'imagine peut-être avoir la condition comme ceci. Alors une autre solution serait de carrément avoir un truc encore plus poussé où on lui dirait simplement « je veux que tu joignes sur Categories » et c'est lui qui trouverait les clés étrangères et tout par rapport à sa propre logique. Après, à vous de voir jusqu'à quel niveau d'optimisation vous voulez aller. Moi, je préfère rester sur quelque chose de relativement simple, qui correspond à peu près à des requêtes SQL, et ça, c'est largement suffisant dans mon cas. Et j'ai pas forcément envie de créer 3 tonnes de code à ce niveau-là. Si vous cherchez à aller plus loin, soit vous vous dites, allez, je me crée un vrai query builder et je pousse le truc à fond, soit vous pouvez, comme je vous l'ai dit, aller sur des librairies telles que Fluent, PDO, où vous avez aussi, c'est vrai que j'avais oublié de le préciser, des BAL de Doctrine. C'est pas toute la partie ORM de Doctrine, mais c'est juste un query builder. Hop, ça ressemble à ça. Donc ça ressemble un peu à ce que l'on a fait pour le coup. Donc là, pareil, hein, à vous de voir si vous voulez aller suffisamment loin ou pas. Bon, moi, je préfère avoir le contrôle, donc on va continuer ça. Donc je vais lancer les tests unitaires. Je vais me rendre dans le dossier vendor, bin, php unit, et je vais lancer le test qui correspond à mon query test. Et pour l'instant, je vais avoir une erreur à ce niveau-là. Donc je vais créer mon système de join. Je vais créer la méthode après notre order. On est parti. Public function join. Elle prendra en paramètre une chaîne de caractères qui sera la table à sélectionner et une chaîne de caractères qui sera la condition à utiliser. Ça retournera une instance d'elle-même. Ce que je fais, c'est que je me contente dans les joins de rajouter notre table et notre condition. Donc là, on rajoute simplement un tableau comme ça. On ne s'embête pas. Et ensuite, je retourne this. Ça peut être la première manière de faire les choses, mais on peut se dire, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir un autre join, où là on préciserait que c'est un inner join que l'on souhaite faire. Dans ce cas-là, ça rajouterait dans la condition un nouveau join. Donc on va mettre n'importe quoi, on va mettre catégorie as C2 et C2, comme ça. Au niveau du code que ça doit rendre, ça doit rajouter un inner join. Donc là, ça rajoutera un inner join. Sur categories as C2 et on s'attend à avoir C2 ID à cet endroit-là. Je pense qu'on est pas mal. Du coup, au niveau de notre join, je vais recevoir en troisième paramètre un type qui sera une chaîne de caractères et qui aura comme valeur par défaut left, parce que je considère que mes left joins, c'est les joins que je souhaite faire par défaut. Au niveau de mes joins, je vais avoir un tableau du coup avec en clé le type de liaison à faire. Et je vais documenter cette méthode-là. Du coup, j'ai toutes ces méthodes, ça veut dire que les tests unitaires vont foirer mais à un autre endroit, et il faut que je génère la requête SQL. Et pour l'instant, effectivement, la requête ne correspond pas. Donc je descends tout en bas, dans mon toString. Je fais un select, je fais un from, puis un where. Avant le where, c'est là où je vais mettre mes liaisons. Donc ici, on va lui dire if différent de empty this joins, ça veut dire que j'ai plusieurs liaisons. Dans ce cas-là, il faut que tu les construises. Donc je vais faire un for each this joins. En clé, je vais récupérer le type de la liaison à faire et en valeur, je vais récupérer les liaisons. Et ensuite, je vais reparcourir les différentes jointures qui auront comme valeur la table et ensuite la jointure à faire. Donc on va mettre condition ici. L'avantage, c'est qu'on peut utiliser cette façon d'écrire les choses pour récupérer les éléments d'un tableau. Maintenant, il me suffit de construire mes différentes parts. Donc d'abord, j'ai le type de la liaison que je vais mettre en majuscule. Donc ça va être un string to upper. Le type, ça fera un left, inner ou autre. Ensuite, je lui demande de faire join. Je mets le nom de la table. Donc là, je vais utiliser des double quotes. On, la condition. Et c'est tout ce que j'ai à faire normalement. Et là, ça devrait me donner automatiquement ma requête. Je fais un vendor bin php unit. Je vois que ça donne quasiment bien, sauf qu'il me manque le join ici. Voilà pourquoi ça peut être intéressant de faire des petits tests unitaires pour des trucs un poil plus complexes. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter aussi d'autres méthodes pour tester le limit et tester le order by. Donc je vais faire un select name. Hop. Je vais rajouter que j'ai besoin de faire un order et je vais organiser par, on va dire, id décroissante. Je rajoute un autre order et je dis que j'organise par name croissant. Et je vais préciser que je vais avoir une limite. Hop. On avait dit 10 et 5.
Au niveau du select que je m'attends à obtenir un select name from post as p. Je n'aurai pas de left join, ça c'était pour le test que l'on a déjà écrit. Et je m'attends à avoir d'abord le order by, qui s'écrira de la manière suivante. Order by, d'abord le premier champ, donc ça va être id décroissant. Et ensuite le name croissant. Et on aura une limite, et la limite, ça sera d'abord l'offset, et ensuite la taille, 10. Maintenant, du coup, je vais corriger ce code-là. C'est juste après le where, on va lui dire if différent de empty, donc c'était this order. Ben, dans ce cas-là, alors attention, comment j'avais nommé cette propriété-là. Donc on avait order, puis limite, c'est tout. Et order, par défaut, ça allait être un tableau, simplement. Limite, ça sera une simple chaîne de caractères qui est redéfinie à chaque fois. Et dans mon partie order, je rajoute dans ce tableau. Impeccable. Donc au niveau de mon code, je vais lui dire if différent de empty this order. Dans la parts, je rajoute un order by. Et ensuite, je vais parcourir l'ensemble de mes orders. Je fais orders as order. Et je les rajoute au niveau de mes parts. Alors sauf que, attention, c'est this order. Enfin, une fois que j'ai fini de rajouter les ordres, je rajoute la limite. Donc là, si la limite est définie, simplement définie pour le coup, donc ça va être this limit, mais dans ce cas-là, je rajoute un limit suivi de mon limit qui est accessible comme ceci. Pas besoin de m'embêter à faire une boucle ou quoi que ce soit à cet endroit-là. Je relance du coup mes tests. Il me dit qu'il y a une erreur au niveau de la méthode. Oui, ça va être test limit order. Hop, je relance mes tests. Et j'ai une petite erreur. On voit qu'il y a un problème, la virgule ne se met pas ici. Donc ça veut dire que je dois changer ce code-là. Et en fait, je ne vais même pas m'embêter. Je vais lui demander de prendre les différents order by et de les fusionner avec une virgule et un espace. Donc je fais un join. Et je join par virgule plus espace les this order. Encore plus rapide. C'est vrai que je n'avais pas pensé quand j'ai écrit les choses. Et là, si je réactualise, j'ai mes tests qui fonctionnent. Donc maintenant que ça c'est fait, je me dis le système de query, je vais l'utiliser dans mes tables. Donc dans mon table.php, j'initialise ma table en lui passant une instance de PDO. On va se dire que cette instance est optionnelle, qu'on mettra nul ou PDO. Donc je rendrai cette instance complètement optionnelle, et je vais dire que par défaut c'est nul. On verra juste un peu plus tard pourquoi c'est intéressant. Le find paginated n'a plus d'intérêt, et le pagination query non plus. Le find list a toujours un intérêt et lui il va directement attaquer la table avec PDO. Pas besoin de passer par notre système de query à ce niveau-là. Le find all par contre n'est plus pertinent parce que ça c'est quelque chose que l'on pourrait faire en utilisant notre système de query. J'ai du coup besoin de créer une nouvelle instance de query en lui passant PDO et après de lui demander de faire un fetch classique. Donc ce que je me dis, c'est que je ne vais pas m'embêter ici. Je vais me créer une nouvelle méthode qui va être une méthode protégée qui ne sera peut-être pas accessible depuis l'extérieur, histoire de sécuriser mes choses. En tout cas, de m'obliger à bien créer le code. Et je vais faire une fonction makeQuery. Cette fonction, elle retournera une instance de query. Ensuite, je documente. Au niveau de cette fonction, je fais simplement un return new et je crée une nouvelle query. Et je lui passe en paramètre une instance de PDO. Alors par contre, un petit détail, c'est que si je fais simplement ça, c'est pas foufou. Mais ce qui peut être intéressant, c'est que je pourrais directement lui dire, il faut que tu tapes la table, qui est la table qui correspond à mon système. Donc c'est ici, visTable. Je peux même en profiter pour lui donner un alias. Et comme alias, je vais prendre la première lettre de la table. Alors ça, c'est un poil dangereux, mais vu que j'ai choisi de respecter mes conventions, je sais que moi, le nom de la table, ça sera une lettre, donc je reste sur cette idée-là. Si vous n'êtes pas d'accord, encore une fois, il ne faut pas hésiter à adapter le code. Maintenant que j'ai ce makeQuery, au niveau de mon findAll, je n'ai plus à m'embêter. J'ai simplement à lui dire, tu vas retourner un this makeQuery, qui est la requête de base sur laquelle on pourra itérer. Donc ça ne retournera pas un tableau, mais ça retournera une instance de query. Et ensuite, tu fais un all. Alors là, par contre, je me dis que la méthode all n'est pas forcément pertinente. Je vais l'appeler fetchAll, histoire d'être raccord avec PDO et qu'on ait les mêmes vocabulaires, entre guillemets. Donc je vais renommer la méthode all et je vais utiliser mon IDE, histoire qu'il renomme aussi dans les tests. Donc je vais faire un refactor this, rename, et je vais renommer ça fetchAll.
Voilà, il voit que c'est dans les tests que je dois faire le renommage. Impeccable. Donc au niveau de ma table, je fais simplement un fetch all et ça retourne un tableau. Mais pas vraiment, en fait, ça retourne un query result qui est itérable, donc ça n'affectera pas le reste de mon application, mais du coup, il faut que je change la documentation et le type de retour à ce niveau-là. Ensuite, pour récupérer un élément qui correspond à un slug en particulier, on avait cette méthode findBy. Je ne sais plus est-ce qu'elle était utilisée ou est-ce qu'elle était utilisée, je vais la chercher. Elle était utile à cet endroit-là, donc on va quand même la conserver. Donc ça faisait un fetch or fail et ça récupérait l'élément. Donc là je me dis, bon ben pas de souci, on va faire un vis make query. On rajoute notre condition. On veut que globalement le champ corresponde à $field et on va lui passer les paramètres en faisant params et on lui dira que le champ field doit correspondre à la valeur. Et une fois que tu as fait ça, je veux que tu fasses un fetch. Et on s'imagine même avoir le fetch or fail. Cette méthode n'existe pas, il me la souligne, il faut effectivement que je la crée. Et ça retournera soit un tableau, soit une entité. Le fetch or fail, je vais aller le créer au niveau de mon objet query. Globalement, c'est assez simple, ça fait un vis execute et ensuite ça fait un fetch. Ça récupérera les informations sous forme de tableau associatif et ensuite ça va hydrater l'objet. Et cette méthode, vu qu'elle est publique, je vais la mettre avant les privés. On va la mettre juste au-dessus du fetch all. Et on mettra, hop, récupère un résultat. Ça retournera, on ne sait pas vraiment, donc on met rien. Donc on fait un fetch. Ce fetch, il peut retourner false. Donc on va lui dire record égale ce truc-là. If record égale false, ben dans ce cas-là, on retourne false. Sinon, si on a un enregistrement et une entité, if this entity, ben dans ce cas-là, on hydrate l'entité et on la retourne. Donc on utilise notre hydrateur. On va lui demander d'hydrater le tableau qui est les enregistrements et on utilise l'entité. Si l'entité n'est pas définie, on se contente simplement de retourner l'enregistrement. Donc ça sera return record. Et ça sera plutôt une méthode que l'on va appeler fetch. Par contre, on va avoir une autre méthode qui va s'appeler fetch or fail, qui a le même principe, sauf qu'elle doit renvoyer une exception si jamais on n'a pas d'enregistrement. Dans ce cas-là, on fera directement un record égale this et on utilisera la méthode que l'on vient de créer. Et on lui dira si record est false, ben dans ce cas-là, je veux que tu me renvoies une exception. Donc on fera un throw new no record exception. Si on a cette exception, ben ça la renverra. Sinon, on retourne l'enregistrement. Donc cette méthode sera un petit peu la même et elle retournera un résultat ou renvoie une exception. Et on est pas mal à ce niveau-là. Donc dans ma méthode table, je peux maintenant utiliser ce fetch or fail qui doit me renvoyer mon enregistrement. Le find, ben, ça va être exactement le même principe, sauf qu'on utilisera simplement l'id. Donc je fais un vis, make query, j'utilise le where id égale $id et je lui passe les paramètres. Et je n'avais pas regardé est-ce que ça faisait un fetch or fail. Oui, ça faisait un fetch or fail. Donc je reviens et je lui passe que l'id doit être égal à l'id qui est passé en paramètre, ou là même, vu que je force le type à entier, je peux directement l'injecter. Je n'ai pas besoin d'échapper les caractères parce que PHP 7 s'en occupe pour moi. Si ce n'est pas un entier, il va me renvoyer une erreur et on n'arrivera même pas ici. Donc dans mon fetch, je fais un fetch or fail. Le count ici, ben, je me dis que c'est pas forcément pertinent, mais je vais quand même le garder et on va s'imaginer faire un make query et ensuite faire un count. Voilà, le count on l'avait déjà au niveau des requêtes, donc on peut conserver ça. La partie update et insert, on pourrait utiliser le query builder, mais je me dis que ce n'est pas forcément nécessaire, donc on va laisser ça à cet endroit-là. Et tout le reste ne bougera pas. Mon exist n'a pas besoin du query builder, parce que j'ai pas besoin d'hydrater derrière, et mon fetch or fail ne sert plus à rien, et mon fetch column ne sert plus à rien. C'est, je pense, pour ça qu'ils sont soulignés. Peut-être, non, mon fetch or fail, lui, il n'est pas souligné, donc je l'ai peut-être utilisé quelque part. Bon, non, on va aussi le supprimer. On verra si ça génère des problèmes. Mais ce que j'ai fait plus haut, c'est que j'ai supprimé la partie pagination. Donc maintenant, il me faut un moyen de paginer les résultats. Et je vais le faire directement au niveau de mon query. Donc en plus de la capacité de récupérer les enregistrements, on s'imagine avoir une méthode publique qui va s'appeler paginate.
Donc cette méthode prendra en premier paramètre le nombre d'éléments par page et en second paramètre la page courante, courante page. Ça retournera en général un tableau. Non, plutôt une instance de PagerFanta. Hop là, PagerFanta. Et là, on va mettre pagine les résultats. Globalement, je dois créer un nouveau paginator. Donc, je fais un pager égale new paginated query. Je peux directement lui passer query parce que query contient tout ce dont il a besoin. Donc, je lui passe directement this. Donc, je vais devoir changer plus tard le constructeur. Ensuite, je crée une nouvelle instance de PagerFanta et je la retourne. Donc, je fais un return new PagerFanta. Je lui passe en paramètre le paginator. Hop. Donc ça, on va le renommer paginator, par exemple. Là, pourquoi il me le souligne Ok, non, ça c'est bon. Et sur ce paginator, ben, je définis le nombre de pages. Donc, c'était le set max per page, c'est per page. Et ensuite, je fais un set courante page et je définis la page courante. D'ailleurs, la page courante, je vais lui dire que par défaut, c'est 1. Ce paginated query reste souligné hein, parce qu'il faut changer le constructeur. Le constructeur est maintenant beaucoup plus simple. Il prend qu'une seule variable qui est la requête, qui est une instance de query. Je change toute la documentation liée à cette méthode-là et je vais changer tout ça. Il n'a plus besoin d'initialiser qu'une seule variable qui est query. Donc au niveau de mes trucs, je n'ai plus besoin des paramètres. Je n'ai plus besoin de l'entité, je n'ai plus besoin de la count query, j'ai juste besoin de query, qui n'est plus du coup une chaîne de caractères, mais bien une instance de query. Pour obtenir le count, au niveau de mon getNumberResult, ben j'ai simplement à faire un this, query et count. Alors là, un petit détail, il faut faire attention, parce que lorsque vous faites un this, query, count, ce qui se passe au niveau de votre query, si on revient au niveau du count, il change le select. Et ensuite, il exécute la requête. Ce qui veut dire que si derrière, on a besoin de récupérer le nombre de slices, le select a été, le count a modifié le select. Ce qui fait que ça va affecter les autres requêtes. C'est le problème des mutations dans la programmation orientée objet. Pour éviter ce problème-là, dans la partie count, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer notre requête et on va cloner l'objet courant. Et c'est sur ce clone-là que l'on fera notre select et que l'on fera ensuite notre fetch column et notre execute. Et d'ailleurs, je peux tout mettre comme ceci. Ça m'évite de muter l'objet et d'affecter d'autres requêtes. Maintenant, je reviens au niveau de notre paginated query. Et dans ma partie getSlice, ben, ça va être extrêmement simple. J'aurai simplement à lui faire un return de this query et je rajoute ma limite. Donc d'abord la taille et ensuite l'offset. Et derrière, je fais mon fetch all. Alors là, je vais avoir le même problème. Vu que je fais un limit, je change ma requête et je peux l'affecter. Pour éviter d'avoir des problèmes, je fais un query égale clone et je clone this. This query. Et ensuite, c'est sur ce clone où j'applique la limite. Il faudra toujours faire attention lorsque vous faites des mutations. Bon, là, ça me semble plutôt correct. Je vais quand même lancer les tests unitaires avant d'aller plus loin. Donc, je vais faire un PHP unit et je vais lancer tous les tests unitaires. Ah, par contre, ça a l'air de souligner pas mal en rouge. On a pas mal de soucis. Au tout début, dans le test update, on me dit « Trying to get property of non-object » dans post table test et c'est à la ligne 45. Donc post table test à la ligne 45. Lorsque j'essaie de faire post name, ça lui pose un problème. Du coup, si je vais dans mon post table test et que je vais à la ligne indiquée, ça, ce n'est pas un objet. Ça veut dire que le find, là, ne me renvoie pas un objet. Le find, c'est ce qu'il faisait avec le where. Donc, je me dis que dans mon make query, en plus de lui préciser la table à utiliser, je vais lui dire, ben voilà dans quoi tu vas devoir sauvegarder les informations. Et c'est dans l'entité qui est passée en paramètre. Je relance mes tests unitaires. J'en ai un petit peu moins ce qui plante, mais j'en ai toujours. Ce qui est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. On me dit que le into doit être de type chaîne de caractères. Et on m'a donné un nul. Effectivement, dans le cas d'une table qui est abstraite, donc c'était là on voit l'erreur, elle apparaît dans le table test.php ligne 37. À la ligne 37, hop, je crée en fait une fausse table qui n'a pas du coup d'entité. Donc
Et vu que je n'ai pas d'entité, lorsqu'il fait un into, il y envoie nul. Et c'est ça qui pose problème. Une solution pour remédier au problème serait de se dire, par défaut, les tables, pour garder le même comportement qu'avant, dans l'entité, elles auront comme valeur de base stdclass, classe. Du coup, il utilisera une stdclass pour remplir notre objet. Et on voit qu'on a un petit peu moins d'erreurs. On a une erreur au niveau de notre uploader. Donc c'est dans le upload test. Il y a un problème au niveau du for each. Donc au niveau de notre upload.php, ligne 67, il me dit qu'il fait un for each et que ça, ce n'est pas un tableau. C'est sûrement au début parce que format n'est pas défini. Voilà. Donc on va lui dire par défaut, on a un tableau de format vide. Et nos tests unitaires continuent à fonctionner. Maintenant que l'on a changé un petit peu notre manière de travailler avec Query, on va pouvoir réactualiser le site et le faire refonctionner. Si je réactualise la page blog, j'obtiens toujours un problème. Parce que j'ai changé ma manière de paginer les choses et du coup il faut que je reporte ça au niveau de notre post index action. Donc dans notre post index action, on faisait un find paginated public. On n'a plus besoin de faire ça. On va s'imaginer avoir une méthode query ou même find public. Et ensuite, sur ce find public, on paginate. Donc je vais me garder ça. Voilà, on fait un find public et ensuite on paginate. Le find public est du coup une méthode qui sera propre aux articles. Donc dans mon post table, on avait tout ce truc-là, vous vous souvenez, c'était quand même sacrément bordélique. Mais je peux avoir maintenant une fonction publique qui va s'appeler find public. Cette fonction se contente simplement de retourner une query. Query que l'on pourra ensuite paginer ou récupérer tous les résultats. Pour que cette query fonctionne, je fais un this make query et je rajoute mes conditions. Donc on veut les articles qui sont publics. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de notion de public ou de privé, mais ce que l'on veut faire, c'est récupérer aussi les catégories. Donc on rajoute un join. La table, ça va être categories as c. Et je peux même aller plus loin. Je peux lui dire ici catégorie égale new category. Je crée une nouvelle instance de catégorie table et je vais récupérer la table dynamiquement. Donc là, je fais catégorie table. Voilà pourquoi j'avais besoin de pouvoir l'instancier sans lui passer d'instance de PDO. Ça, c'est juste pour pouvoir, si demain j'ai besoin de changer les noms des tables, de le changer que dans la classe table. Et tout le reste devrait s'en retrouver affecté. Et en second paramètre, je lui passe la condition. Donc c'est c.id égale p.category underscore id. Une fois que j'ai fait ce join, je rajoute mon order by. Donc ça va être un order et on met p.created underscore at décroissant. Je traduis juste ma requête que j'avais fait. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Ça retournera notre requête. Peut-être les différents champs à sélectionner, c'est vrai que c'est important. Donc on va sélectionner p.étoile pour sélectionner tous les champs correspondant à l'article. Et ensuite c.name as category name. Et c.slug as category underscore slug. Voilà. Et tout ça, je l'efface. Ça aussi, on le changera plus tard. Le find with category, on le changera. Et le pagination query, on le changera aussi. Je reviens au niveau de ma page. Et j'obtiens une erreur. Effectivement, je dois retourner le résultat. C'est celui-ci. De toute façon, mon IDE l'avait tilté vu que j'avais précisé le type de retour et qu'il n'y avait pas de retour. Et il me dit qu'il trouve une petite erreur lorsque je fais un fetch all qui est lancé par le post-index-action ligne 47. Donc le post-index-action ligne 47, je fais un this category table et je fais un find all. Le find all, il fait un this make query qui doit bien l'instancier avec PDO, qui doit être bien défini vu qu'il doit être automatiquement injecté. Et l'injection ne se fait plus parce qu'on lui a précisé que PDO pouvait être nul. C'est toute l'arnaque là à ce niveau-là. Je vais me dire, allez, on va garder PDO en obligatoire, peu importe. Voilà, et là, le seul endroit où du coup il va se retrouver à râler un petit peu, c'est dans notre post table. Mais on peut directement lui passer PDO ici. C'est pas dramatique. Je réactualise ma page. Et ça devrait fonctionner. On voit qu'on obtient une nouvelle erreur où effectivement c'est le getSlice qui pose problème. Et dans ce getSlice, il s'attend à obtenir un tableau. Or, il n'obtient pas un tableau, mais il obtient directement une instance de queryResult. Donc je lui précise que c'est un queryResult. Lui, il s'attend juste à avoir quelque chose qui est traversable. Le queryResult est traversable, donc ça ne lui posera plus de problème.
On n'a plus de nouvelles erreurs et on revient à notre erreur originale qui est tout simplement due au fait que maintenant, au niveau de notre index.twig, il faut renommer les champs. Tout ce qui s'appelle underscore quelque chose devient du camel case. Donc dans notre index, category name devient category name, created at devient created at, et c'est tout ce que l'on a à changer il me semble. Je sauvegarde et je réactualise la page. J'obtiens juste un petit souci au niveau du paginate lorsqu'il essaie de faire un count. Donc c'était au niveau de notre query. Lorsque l'on fait un count, on fait un count en utilisant la clé primaire, ID. Le problème, c'est que lorsqu'on fait un left join, il ne sait plus un petit peu où donner de la tête. Il ne sait pas si on veut compter sur l'ID de la catégorie ou l'ID de l'article. Donc là, il faut que je le guide. Je vais récupérer la première table. Donc je récupère la première valeur de mon vis from et ensuite j'utilise cette valeur ici. Donc ça sera le nom de la table suivi de l'ID. Le problème, c'est que mes from, ils sont conçus dans un mauvais ordre. Je mets l'alias puis la table. Je vais faire l'inverse, je vais mettre la table puis l'alias, histoire que lorsque je fasse un courant, ça me donne le premier élément qui est dans from, et du coup que ça me donne l'alias ou le nom de la table. Si je change ça à cet endroit-là, il faut que je change aussi la méthode buildFrom, et que j'inverse juste ces deux propriétés-là. Si je reviens au niveau de mon système, là je peux juste tester avec PHPUnit et je n'ai pas d'erreur au niveau de notre query. J'ai des erreurs qui ont été créées parce que j'ai dégagé les find with category et ce genre de choses. Maintenant, si je reviens au niveau de ma page, il me sort une nouvelle erreur parce que il faut vraiment que je fasse plus attention à ça. Hein. Ici, il faut que je retourne les résultats. Voilà. Et là, j'ai mon système qui est revenu en place. J'ai bien ma liste de catégories qui fonctionne toujours correctement et lorsque je vais cliquer, je vais avoir de nouvelles erreurs. Il va falloir que je change la partie qui correspond à l'affichage d'un article. Mais j'ai fait un petit peu la base. Donc je ferme, je ferme, je ferme, je ferme. Et c'est le catégorie show action. Donc dans ce catégorie show action, on avait un catégorie table et on faisait un find by. Le find by, on l'a vu, on l'a modifié, donc ça pose pas de problème. Par contre, au niveau de notre post table, on a un problème. On s'imagine avoir une méthode find public for catégorie et on lui passerait l'ID de la catégorie. Donc ça serait catégorie ID. Et ensuite, on lui demande de paginer 12 résultats et on lui donne la page courante. Cette méthode n'existe pas et je vais aller la créer. Je vais aller la créer tout de suite en faisant un vis. J'utilise le find public que j'ai déjà créé. C'est l'avantage, je peux combiner les différentes requêtes. Et sur ce find public, je vais rajouter un where. Et je rajoute ma nouvelle condition. Je vais lui dire que je veux que le c.id ou même le p.category underscore id soit égal à l'id qui est passé en paramètre. Ça, je ne vais pas avoir besoin de l'échapper parce que je vais forcer le type ici. C'est un type entier. Et ça, je le retourne. Maintenant, je vais essayer de faire un petit peu plus attention. Et ça retourne toujours une instance de query. Instance sur laquelle je pourrais utiliser ma méthode paginate. Et j'obtiens bien mes résultats avec seulement les articles qui correspondent à l'art d'atteindre vos buts et ainsi de suite. Donc après, pour le reste, ça fonctionne correctement. J'essaie de consulter un article, je vais encore avoir des problèmes et il faut que je change notre code. Donc dans mon post show action, hop, je faisais ici un find et je récupérais avec un ID. Donc là, on va juste appeler ça la méthode find with category. Donc je crée cette méthode-là. Globalement, j'utilise encore une fois la même chose que mon find public. Donc je fais un return, this, find public. Je rajoute ma condition. Donc ça sera que p.category underscore id doit être égal à l'id qui sera passé en paramètre. Et je fais un fetch parce que je souhaite récupérer qu'un enregistrement. Donc d'ailleurs, c'est p.id égale l'id. Là, je filtre par le post ID. Donc, ce sera un entier post ID et ça me retournera non pas une query, mais ça me retournera un article en particulier. Et ça, c'est ici du coup post ID. Voilà. Et je dois changer au niveau de ma vue, tout ce qui avait des underscore machin doit devenir en camel case. Bon, c'est normalement un refactoring que je n'aurais pas à faire, hein, mais je voulais vraiment vous montrer les choses progressivement. L'avantage en ayant pris les choses calmement et au fur et à mesure, c'est que maintenant vous comprenez mieux l'intérêt d'un query builder. Comme le query builder nous permet vraiment de composer les choses et le code que l'on avait écrit précédemment est largement simplifié. Dans les prochaines vidéos, ça va vraiment nous faire gagner beaucoup de temps. Et on est quasiment bon. Alors il y a toujours des petits problèmes.
le created at n'est pas bon. Voilà. Je vais maintenant me rendre au niveau de mon administration et on va changer un petit peu quelques petits trucs. Donc je vais aller dans l'admin et c'était post avec un S. Pour la partie administration, je vais changer le find paginated. Si vous vous souvenez, ce n'est pas dans le post CRUD action, mais c'est directement dans notre CRUD action. Tout en haut, je faisais ici un find paginated. À la place, je vais faire un find all, ce qui me renvoie à la query, et je paginate dessus. Mais le problème, c'est que ce find all, il renvoyait directement les résultats. Donc, peut-être faire un make query dans ce cas-là. Et ça veut dire qu'au niveau de notre query, enfin au niveau de notre table, on doit rendre le make query public. Sachant que le make query, en fait, il va directement faire un select étoile et tout, ça, ouais, c'est pas mal. Allez, hop, on part sur ça. Donc ça, on le passe en public, comme ça tout le monde y a accès. Au niveau de ma vue d'administration, donc c'était la partie index twig, surtout pour les articles, il faut que je change, ça sera catégorie name avec un N majuscule. Et c'est tout ce que j'avais à modifier. Et au niveau de mes formulaires, form twig, hop, ça sera catégorie ID ici et created at cet endroit-là. Pour la partie catégorie, je pense pas qu'il y ait de changement particulier. Donc là, rien que ça devrait quasiment fonctionner. Et ça fonctionne. Si ce n'est qu'il ne récupère pas le nom de la catégorie ici, du coup, je reviens sur ce que j'ai dit. Je me dis que dans le CRUD action, on va garder le find all. On va garder le find all au niveau de la table, même si du coup il va être un petit peu stupide. Il fera juste un make query, il ne renverra pas les résultats. Et il renverra quelque chose qui est traversable. Comme on le voit, ça souligne en jaune parce que le make query, il fera la requête et la requête n'est pas traversable. Donc pour la rendre traversable, on va pouvoir lui dire, au niveau de query, il faudrait que tu implémentes le système qui est traversable, par exemple l'iterator, mais ça veut dire qu'on recréerait les méthodes et tout ça, ça serait un peu pénible, ou on peut implémenter une interface qui est beaucoup plus simple, qui est iterator aggregate. Globalement, ça veut dire qu'on doit implémenter une seule méthode, qui est la méthode qui s'est mise ici tout en bas, qui est la méthode getIterator. C'est une méthode qui doit renvoyer un iterator. Donc nous, on se contente ici de faire un return, this, fetch all. Fetch all, ça nous renvoie un query result, qui est itérable, donc ça nous permettra de rendre les choses itérables. Voilà, et ça, ouais, on le recommentera plus tard. Dans notre table, ouais, même si on fait ça, je me dis que dans notre table, le find all, on va quand même lui préciser que c'est un query. Sinon, il ne va pas comprendre que la méthode paginate, elle vient de là. Donc on mettra query, peu importe. Et au moins, vous savez comment on peut rendre quelque chose de traversable. C'est ce qui vous permet, par exemple, dans le post index action. Hop. Si vous faites juste un this catégorie table et vous faites un make query, on pourrait se dire, ouais, mais du coup, au niveau de ta page d'accueil, ça veut dire que ça n'affichera plus la liste des catégories et pourtant, ça continuera à l'afficher. Parce que dès qu'on va itérer, ça fera automatiquement le fetch all. Ça vous permet, comme ça, de pouvoir combiner les requêtes sans devoir faire un fetch all intermédiairement. Voilà. Voilà, on fait ça, comme ça, au moins, on est sûr. Mais c'était juste pour l'idée. Donc, je reviens dessus. On en était où? J'étais sur la partie administration, c'est ça. Et pour le cas des articles, ça ne me donne pas les catégories. Parce que j'ai besoin, lorsque je fais un find all, de rajouter les catégories. Donc je vais créer une nouvelle méthode publique, function find all. Cette méthode renverra, comme on l'a dit, du coup, une query. Et elle fera la liaison, la sélection des champs et tout le truc. Donc globalement, c'est ça. Et pour l'instant, le find public, il fera un return de this find all. C'est pas très pertinent d'avoir deux méthodes, mais vu qu'après on va rajouter des conditions, ça va être plus intéressant. Et là, si je réactualise, j'ai bien les catégories qui s'affichent. Impeccable. Si j'édite mon article, j'ai bien la date qui s'affiche et tout fonctionne correctement. Si j'essaie d'uploader une image, donc on va prendre toujours ma petite image ici, je clique sur éditer, ça fonctionne. En revanche, j'ai fait un essai, si j'essaie de resoumettre le formulaire sans rien envoyer, je vais obtenir une petite erreur. Alors j'obtiens cette erreur-là parce que notre système va essayer de faire l'upload systématiquement. Si je reviens au niveau de mon post CRUD action, parce que là c'est spécifique au système d'articles, je valide que on a une image, mais dans le cas où effectivement on est dans une phase d'édition, la phase que je viens de tester, on ne valide rien. J'essaie d'uploader une image et ça, j'estime que ça retournera systématiquement un résultat. Le problème, c'est que l'upload, parfois l'image, ça peut être un fichier qui n'existe pas.
Au niveau de mon upload, je devrais vérifier est-ce que le fichier a bien été uploadé avant de faire toute la suite. Si le fichier n'a pas été bien uploadé, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Donc avant même de corriger ça, j'écris le test qui correspond. Donc je vais me baser sur un test d'upload classique qui devait fonctionner normalement. Et on va faire test don't move if file not uploaded. Je prends mon fichier, je fais un get mock builder et je fais un get mock. Ensuite, je vais lui dire dans ce fichier-là, quand tu vas appeler la méthode getError, getError, je veux que tu me retournes upload underscore r can't write ou n'importe quoi. Globalement, ça marche pas. Ensuite, je m'attends à ce que la méthode getClientFileName, elle peut être appelée et renvoyer demo.jpg, je m'en fous. Par contre, le moveTo ne doit jamais être appelé. Donc là, je vais mettre never. Au niveau de mes systèmes qui devaient fonctionner, je vais lui dire que par défaut, je m'attends à ce que cette méthode soit appelée, mais elle me renvoie upload error OK, histoire que tout fonctionne correctement. Donc là, je le change ici, je le change là et c'est tout. Je relance mes tests unitaires globales. J'ai deux petites erreurs et j'ai une erreur au niveau de mon file not uploaded. Au niveau de mon upload, je vais maintenant rajouter cette condition. On va mettre if différent de is nul mon fichier. En même temps, il ne peut pas être nul vu que là j'ai forcé le type. Donc on va mettre file getError est égal à up error OK. Dans ce cas-là, ça veut dire que l'on n'a pas eu d'erreur et dans ce cas-là, tu feras tout le truc. Si on a une erreur, tu retournes simplement nul. Donc je fais un return nul et ça veut dire que je change le typage ici. Et je changerai dans la PHP-doc aussi. Je relance mes tests. Et j'ai en plus une erreur et il s'attend à avoir demo.jpg. Dans notre nouveau test que l'on vient d'écrire, ça je m'attends à ce que ça soit nul. Est-ce qu'on a un assert nul? Oui. Lorsqu'on n'a pas de fichier uploadé, je m'attends à ce que le résultat de cette méthode-là soit bien nul. Je n'ai plus qu'une seule erreur au niveau du tabletest.php ligne 5. Non, ligne 5, il n'y a rien, c'est 55. Je fais un find all, et ça c'est traversable, mais ce n'est pas de type array access. Donc je vais lui dire directement, fais un fetch all à cet endroit-là. Et lorsque tu récupères le premier résultat, je m'attends à avoir quelque chose de type stdclass. Tous les tests repassent au vert et je peux revenir à mon upload. Du coup, il faut aussi que je change au niveau de notre post-CRUD action. On va lui dire image égale ce truc-là. Et si on a image qui est définie, donc ça veut dire si ce n'est pas nul, dans ce cas-là, tu définis le paramètre et tu le définis à image. Sinon, tu le retires des paramètres. Tu fais un unset de params image. Bon, il y a moyen de faire un petit peu plus propre et d'éviter en fait de récupérer les uploaded files à cet endroit-là, mais pour l'instant, c'est largement suffisant. Donc je reviens au niveau de ma page, et si je resoumets les informations sans rien, ça n'écrase pas mon image. Autre petit détail qui est un petit peu problématique, c'est que si je rentre ici un slug qui est trop grand, lorsque je sauvegarde, je vois que certains champs ont disparu. L'image a disparu, la date de création a disparu. Pourquoi? Parce qu'au niveau de notre CRUD action, lorsque je récupère les informations qui ont été tapées, je les renvoie dans params. Mais le problème, c'est que les informations qui ont été tapées, notamment le champ de la date, il s'appelle created_at. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est plutôt qu'il re-sauvegarde ça dans mon instance de item. Et là, pour le coup, je me dis, c'est l'occasion de se resservir de mon hydrateur. Je vais lui dire, si on a des erreurs, je veux que tu prennes tout ce qui a été posté et que tu l'hydrates dans mon objet, qui est mon objet item. Donc en premier paramètre, l'hydrateur prenait un tableau. Donc ça sera juste ce qui a été tapé, pas forcément les fichiers. Et en second paramètre, il prendra l'entité, donc c'était une chaîne de caractères qui était l'objet. Mais là, je vais faire quelque chose d'un petit peu particulier. J'ai envoyé une entité qui est déjà à moitié remplie. Et je vais faire la même chose au niveau de la création. Donc là, on a juste à faire ça. Ça veut dire que je dois changer légèrement ce code-là. Et on va lui dire que si notre objet est une chaîne de caractères, dans ce cas-là, effectivement, je veux que tu crées une nouvelle instance. Mais dans le cas contraire, tu vas simplement te contenter de récupérer l'instance que je t'ai passée en paramètre. Et tu rajouteras les différentes propriétés. Ce qui fait que maintenant, si je soumets un formulaire en commettant des erreurs, il garde les champs qui auraient été préalablement remplis. Ça vous permet de conserver les choses. Et ça, c'est plutôt intéressant.
Et ce que je vais faire sur ce premier article, qui est l'article « La sécurité de concrétiser vos projets en toute tranquillité », je vais le passer en 2021. Voilà, je sauvegarde, j'enlève le slug hyper long, je re-sauvegarde, et l'article a bien été modifié. Si je réactualise la page, et que je vais sur la partie blog, j'ai toujours mon article « La sécurité de concrétiser vos projets ». Mais j'aimerais bien lui dire « Ne me montre pas les articles qui sont publiés dans le futur ». Il ne faudra les mettre en ligne que si la date de création est inférieure à la date d'aujourd'hui. Donc là, c'est l'avantage de tout mon système que j'ai mis en place. Il me suffit simplement de modifier mon post.php, enfin mon post-table.php, et de modifier le find public. Le find public, c'est un find all, mais on rajoute en plus une condition supplémentaire. Et c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir les requêtes qui sont combinables. Et on rajoute un created at, p.created_at, doit être supérieur, enfin inférieur à no, la date du jour. Si j'essaie maintenant de revenir sur ma page, je vois que le premier article a disparu. Il ne sera visible que dans 3 ans. Et je me dis en plus, ça serait bien au niveau de l'administration d'avoir la possibilité d'avoir une petite case à cocher pour dire je veux rendre cet article public. Donc au niveau de ma base de données, je vais rajouter ce champ. Donc je me rends au niveau de mon terminal et je fais un coup de vendor, bin thanks, create, et on va l'appeler add published to post. Globalement, je vais rajouter un champ published pour nos articles. Cette migration, je vais aller la modifier et je vais me contenter simplement de prendre ma table, post avec un S, et sur cette table-là, je lui demande de rajouter la colonne qui va s'appeler published, ou public, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ça sera un booléen. Alors les booléens n'existent pas vraiment sur MySQL, il prendra simplement un entier de taille 1 qui aura la valeur soit 0, soit 1. Et je vais lui dire que par défaut, ça va être à false. Aucun article ne sera publié. Et après, j'update, je mets à jour la structure de ma base de données. Tant que j'y suis, je vais modifier mon post seeder et préciser que tous les articles seront publics par défaut. Pour plus tard, ça sera utile. Maintenant que cette migration a été créée, je fais un migrate, histoire de mettre à jour la structure de ma base de données. Je vais rajouter au niveau de mon post table, dans ma condition, je rajoute un nouveau where, et je veux qu'en plus, published, donc ça sera p.published, doit être égal à 1. Et maintenant, je n'aurai en front que les articles qui seront publiquement consultables. Si je reviens au niveau de ma partie blog, je n'ai plus aucun article. Au niveau de l'administration, donc je vais modifier le form.twig, je vais rajouter un champ qui permettra de publier l'article. Donc là, on s'imagine avoir un call-md-4 et je rajoute un champ qui va s'appeler published, qui s'obtiendra en faisant item.published et ça va être en ligne. Point d'interrogation. Ça ne prendra pas d'option, mais par contre, je lui préciserai que ce sera un champ de type checkbox. Ce type n'existe pas et je vais avoir besoin de le gérer au niveau de mon form. Donc au niveau de mon form.twig, enfin au niveau de mon form extension.php, non, pas le test. Là, on va y aller sans les tests, hein, ça va être relativement simple. Je vais me baser sur ce que j'avais fait pour l'input de type file. Je vais lui dire que c'est un input de type checkbox. Et là, on mettra checkbox. Je lui passerai en premier paramètre la valeur et en second paramètre les attributs. Cette méthode n'existe pas et je vais copier ce que j'ai fait pour l'input. Je mets à jour légèrement la documentation et ça va s'appeler checkbox. Par défaut, on aura un input de type hidden et à l'intérieur, je ne vais pas y mettre les différents attributs, j'ai juste besoin du nom. Donc on va faire un $name égale attributes et je récupère le name. Ou même je pourrais le récupérer comme ça. Et je vais faire un $HTML et je vais générer mon input. Ça va être un input de type hidden. Et il aura comme name le nom que je vais récupérer dynamiquement. Et ensuite il aura comme valeur 0. Donc ça, c'est pour que si on ne coche pas la boîte, automatiquement, il remette la valeur à 0. Et le name, ça sera attribute name. Ensuite, je génère mon code HTML final. Donc là, ça sera un input qui aura le type checkbox et qui aura les différents attributs HTML. Et hop, là, j'ai oublié de fermer les quotes.
Au niveau de la valeur, il prendra simplement la valeur 1. Par contre, il devra être coché si jamais la valeur est égale à true ou est de type true. Donc si ça vaut 1, ça doit passer. Donc on va lui dire ici, if value. Dans ce cas-là, dans attributes, je veux que tu rajoutes checked et que tu mettes ça à true. Comme ça, cette checkbox aura l'attribut checked qui permettra de la cocher par défaut. Et là, je retourne directement le résultat comme ça en faisant un return de HTML, point, et la suite de cette chaîne de caractères. Dernière petite chose que je vais devoir régler, c'est au niveau de mon post CRUD action, autoriser le champ published à être défini. Donc c'était à cet endroit-là où je filtrais les choses. Je vais rajouter published. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est lui dire ici, je veux avoir un validateur et je mettrai boolean pour published. À vous de gérer un petit peu ça. Là, on va aller à l'essentiel. Je reviens sur mon édition d'article et j'édite mon premier article. Je vois bien que j'ai ce champ en ligne que je peux cocher. Et je vais aussi lui changer la date, sinon on va pas aller bien loin. Voilà, on va rester en 2016. Alors attention, là, il faut bien penser à valider à chaque fois. J'édite. Et si je vais sur ma partie blog, j'ai bien cet article-là qui s'affiche correctement et tous les autres ne s'affichent pas. Si je souhaite enlever cet article des articles publiés, il me suffit de décocher la case et de recliquer sur éditer. Automatiquement, cet article ne sera plus publié. Voilà, je vais le remettre en ligne. Et je vais me rendre sur ma partie blog. Et on va finir en mettant la petite image à la une en haut. Donc juste en dessous de notre header, donc c'est dans le card header, on mettra notre image. On va lui dire if post.image. Dans ce je veux que tu affiches avec directement une balise img la miniature. Donc ça sera post.thumb. Et au niveau du alt, je mettrai post.name. Je sauvegarde et juste je rajoute un style et une largeur de 100%. Je réactualise ma page et j'ai maintenant cette image-là. Je clique dessus et j'aimerais la voir aussi ici. Donc je vais partir du même principe. Je vais modifier mon show.twig. Et au niveau de mon show.twig, sous mon titre, je vais afficher l'image grande taille. Et du coup là, je mettrai image URL. Ce qui veut dire qu'au niveau de mon post.php, je dois créer le getter qui correspondra, getImageURL. Et ce getter, qu'est-ce qu'il fera? Il retournera la même chose qu'ici, sauf qu'il ne prendra pas l'image en miniature, mais directement l'image originale, que l'on peut récupérer en faisant this image. Si je réactualise ma page, j'obtiens bien mon image en grand au-dessus de mon article. Par contre, il n'est pas bien placé ce truc-là. Hop. Parce que juste en dessous, on avait les différents trucs. On mettra un paragraphe. Puis notre contenu qui était en NL2BR, on le mettra aussi dans un paragraphe, comme ça. Ça permettra d'espacer légèrement mieux les choses. Mais vous voyez comment on peut créer ce système-là. Mais là, on a quelque chose qui fonctionne plutôt correctement. L'avantage, c'est que ça vous permet, au niveau de votre post-table, de vraiment comprendre l'intérêt d'avoir un query builder et un hydrateur. Là, on a quelque chose qui est beaucoup plus simple à utiliser et qui est beaucoup plus composable. Donc idéalement, on aurait dû partir dans cette direction dès le début, mais c'est vrai que si j'avais commencé directement en balançant le query builder, l'hydratateur, le container, le routeur et tout ça, on aurait un petit peu galéré. Je voulais vraiment, dans ces premiers chapitres, vous montrer un petit peu le cheminement vers cette structure-là et quel problème ça permet de résoudre. Donc avec ces derniers changements, je pense qu'on a fini la partie blog du site. Je fais juste un petit tour rapidement, mais ça me semble plutôt correct. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire un coup de PHP Unit, histoire de vérifier si nos derniers changements n'ont rien cassé. Et on voit qu'on a pas mal de soucis. On me dit table post has no colonne publique. Et c'est effectivement le cas, la table post n'a pas de colonne publique. C'est où j'utilisais ça? Ça me dit rien. Alors on va regarder ça. C'est post seeder à la ligne 42. Oui, effectivement, c'est published, c'est pas public. Si maintenant je relance les tests, ça passe au vert. C'est pour ça que c'était toujours intéressant de les avoir. Je fais un coup de CBF pour corriger les petites erreurs de syntaxe que j'aurais pu faire. Pas d'erreur à corriger. Je fais CS. Je fais un coup de git statut. Donc il y a pas mal de changements qui ont été apportés. Je vais les ajouter à git. Et ensuite je fais un git commit. Et on va l'appeler fin du blog. Ou finition du blog.
Et voilà, du coup je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre où on va pas faire de refactoring, je vous rassure, mais on va mettre en place quelque chose qui va être très important pour la suite, c'est l'authentification. En effet, on ne veut pas que n'importe qui puisse éditer notre site, on veut être les seuls à pouvoir administrer les choses. On veut du coup un système de login et de mot de passe qui permettra de s'assurer que l'utilisateur aura les permissions nécessaires pour éditer les articles. Donc je vous donne rendez-vous dans ce prochain chapitre.